Madame, Monsieur, bonsoir. Dans cette guerre au Moyen-Orient, il faut dire qu'il n'y a pas que les marchés qui ne savent plus à quel sein se vouer. Quand Donald Trump recule sur une nouvelle offensive contre l'Iran, Téhéran menace d'ouvrir de nouveaux fronts en cas de nouvelle frappe américaine. Et parallèlement, Vladimir Poutine se précipite à Pékin, quelques jours après le passage du président américain. Et au milieu de cette séquence, eh bien, une question commence à s'imposer. Qui pilote encore réellement l'équilibre mondial ? Car oui, derrière les images protocolaires et les déclarations diplomatiques, une immense partie d'échecs géopolitiques est en train de se jouer entre Washington, Pékin, Moscou et les pays du Golfe. Avec en toile de fond 3 obsessions, l'énergie, les routes commerciales et le temps. D'un côté, après avoir laissé planer la menace d'une vaste opération militaire contre Téhéran, voilà qu'une nouvelle fois, le président américain annonce finalement suspendre cette attaque à la demande des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar. Et leur inquiétude à ces pays du Golfe se comprend facilement puisque l'Iran contrôle toujours ce détroit d'Ormuz, en lui créant d'ailleurs au passage une page sur le réseau social X. Et pendant que Washington hésite, Pékin avance ses pions. Quelques jours seulement, je le disais, il y a quelques instants après avoir reçu Donald Trump, Xi Jinping déroule le tapis rouge à Vladimir Poutine dans une séquence diplomatique presque théâtrale. Derrière cette visite, il y a aussi une réalité plus froide, celle des sanctions occidentales et de la guerre en Ukraine. Du coup, le Kremlin cherche désespérément de nouveaux débouchés énergétiques. Enfin, le président américain semble lui rattrapé par une autre réalité, celle des sondages qui se dégradent à la veille des midterms, à cause notamment de cette économie américaine ralentie sous la pression des prix de l'énergie. Résultat, après Pékin, la Maison-Blanche tente tant bien que mal de ramener le débat vers le coût de la santé, vers l'inflation et les élections de mi-mandat, comme si la priorité redevenait soudain intérieure. Pour le débat ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'Actu l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Toujours un plaisir de vous accueillir, cher colonel Saoud. Et bien sûr, nous allons parler de politique américaine. L'incontournable Calvin Dark est avec nous sur le plateau. Bonsoir, Calvin. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous et un plaisir aussi d'accueillir l'expert en relations internationales, Hafed Boutaleb, si toujours on peut parler de relations internationales de nos jours. Bonsoir, Hafed. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Alors, d'abord, cette décision largement commentée hier du président américain de suspendre cette giga-attaque contre l'Iran. Donc, sur son réseau social Truth, Donald Trump annonce faire marche arrière. Colonel Saoud, pourquoi Trump suspend les frappes contre l'Iran? Oui, faut-il aussi signaler que nous sommes dans un rapport, le 6e du genre, depuis le début de cette guerre. Oui. Et donc, c'est une fois un changement de date reporté, semble-t-il, de 2 à 3 jours sur la demande des pays du Golfe voisins de l'Iran. Et donc, il a expliqué, nous allons, je le cite, nous n'allons pas mener l'attaque prévu contre l'Iran ce mardi, mais nous avons donné des consignes pour être prêts à lancer un assaut total à grande échelle si cet accord ne serait pas satisfaisant, quelque chose comme ça, un assaut total. Je n'ai jamais vu un assaut total avec une aviation, ceci dit en passant. Et donc, voilà. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites là, c'est que si Donald Trump parle d'un assaut total, ça veut dire qu'il y a une opération terrestre qui accompagne les frappes aériennes, qui accompagnerait, conditionnelles. Ce qui n'est pas dans son projet, les troupes au sol, c'est exclu. Et donc, il voulait, à mon avis, parler de pilonnage et de bombardement d'aviation. Très bien. Mais selon vous, qu'est-ce qui aurait motivé cette décision ? Est-ce que, en gros, aujourd'hui, le Golfe pourrait redéfinir les lignes rouges américaines après de 80 jours de guerre, quand même, depuis le 28 février? Oui, nous sommes au 80e jour, comme vous le dites. Les pays voisins
qui sont quand même des alliés stratégiques des États-Unis, ont été touchés, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, même si on commence à regagner en termes de défense aérienne aujourd'hui. Mais les Iraniens, entre parenthèses, ce matin, ont parlé du fait que si les États-Unis réattaquent, ils n'hésiteront pas à frapper les voisins. Et les voisins, ce sont les pays du Golfe. Oui, mais ils disent les Iraniens, qu'ils vont ouvrir de nouveaux fronts, d'ailleurs. Quels sont les autres fronts que pourrait ouvrir l'Iran qu'elle n'a pas déjà ouvert? En sachant que, effectivement, vous avez parlé de l'exemple des Émirats arabes unis qui ont subi plus d'attaques de missiles et de drones iraniens que l'ennemi juré Israël. Donc, quels sont les autres fronts que pourrait ouvrir l'Iran au cas où Donald Trump revient sur cette décision et attaque à grande échelle le Téhéran? Je présume qu'ils veulent élargir le spectre, même si tous les pays du Golfe ont relativement été touchés. C'est peut-être en intensité et en extension géographique dont il parle. Mais je pense qu'il faut s'en tenir à ça parce que, compte tenu des tergiversations et des changements d'attitude, il faut s'attendre que ça se passe. Que ça se passe. Faites un commentaire. Ça peut être cybernétique. Les Iraniens peuvent aussi, comme ils ont perturbé par leur nuisance, leur force de nuisance, le trafic mondial, maritime mondial et puis l'économie mondiale, ils peuvent aussi perturber les flux informatiques et porter la guerre en termes de cybersécurité. Et là-dessus, ça ferait très très mal à des économies ultra connectées comme celle de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord aussi, le Nasdaq, le CAC 40 en Europe, le Nasdaq aux États-Unis. Et donc tout cela pourrait accentuer la pression sur Donald Trump et fragiliser la position des républicains, encore une fois, à quelques semaines, quelques mois des midterms. Donc, ou peut-être ce n'est qu'une envolée verbale des Iraniens, parce que, attention, le focus est sur Donald Trump, parce qu'il y a un passif de Donald Trump depuis 2016 et plusieurs médias dans le monde règlent leur compte avec l'administration américaine aujourd'hui, mais les couacs au niveau de l'administration iranienne sont nombreux et la presse mondiale ne s'y attarde pas parce que la presse mondiale n'a pas réglé ses comptes avec le leadership en Iran. Donc il y a aussi un aspect émotionnel à prendre en compte. Mais bon, là-dessus, les Iraniens aussi ont des envolées verbales qu'ils ne contrôlent pas. On l'a clairement vu quand il y a eu le clash entre Araghchi et Tasnim, l'agence Tasnim. On sait très bien qu'il n'y a pas un leadership unifié aujourd'hui, sauf autour de la personne du guide suprême. Alors, il y a eu aussi quelques dissonances qui sont apparues entre aujourd'hui le leadership, et je ne parle pas de l'ayatollah, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, et les gardiens de la révolution. C'est-à-dire que les dissonances sont existantes. C'est pas simplement... En fait, si on dit que c'est une question de communication envers le monde, il y a aussi un problème de communication interne. Oui, évidemment. Entre la présidence, en l'occurrence, et les gardiens de la révolution. Bien évidemment. Et ça s'est vu lors de la dernière attaque. Colonel Saoud, un commentaire sur justement cette réaction iranienne et cette menace iranienne. Hafid a raison, ils ont des capacités offensives cybernétiques. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et je vous dis qu'ils ont essayé, mais il y a une robustesse et une résilience cybernétique chez ces pays du Golfe qui a fait qu'ils n'ont pas pu. Pour préciser qu'ils voudraient bien opérer cette attaque cybernétique, mais ils n'ont pas pu, jusqu'à présent, s'infiltrer dans les réseaux informatiques de ces puissances-là, notamment parce que vous savez qu'Israël l'a fait, hein, il l'a déjà fait pour d'autres pays, en infiltrant le système informatique de la production du pétrole pour en modifier le contenu. Donc, encore une fois, ils ont essayé, mais jusqu'à présent, ils n'y sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés non plus à trouver un terrain d'entente avec les Américains. Le dialogue est toujours en cours. Ça ne signifie pas la capitulation, selon le président iranien Pezeshkian.
Est-ce qu'il y a des chances pour que ce dialogue aboutisse, compte tenu des prises de position de chacun et qui sont quand même assez délicates pour les deux camps, hein, pour les Américains d'un côté, et qui ne veulent rien entendre s'il n'y a pas un abondant du nucléaire, et de l'autre côté, les Iraniens qui campent sur leur position. Hafed Botal. Alors, sur ce sujet-là, il y a des rumeurs qui circulent, qui sont entretenues par le ministère des Affaires étrangères turc, selon lesquelles les 400 kg d'uranium enrichi seraient inaccessibles parce qu'ils seraient sous les décombres. Voilà, merci, colonel. Ils seraient sous les décombres à la suite de l'attaque de Midnight Hammer en juin dernier. Ouais. Donc, même les Iraniens ne sont incapables d'y accéder aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas le terrain en Iran. On sait très bien l'actualité politique aux États-Unis, on l'a suivi. Les États-Unis sont un pays démocratique où il y a une presse libre. Mais en Iran, on ne sait pas de quoi il s'agit véritablement aujourd'hui. Et donc, ce qui se négocie, c'est sur le principe, les Iraniens devraient renoncer à l'idée définitivement d'une bombe nucléaire. Or, les Iraniens n'ont jamais véritablement entretenu, officiellement tenu le discours. C'est ce qu'ils disent. Hein. Mais entre ce qu'ils disent et leurs réelles intentions, évidemment, très sceptiques. Évidemment que sur leurs réelles intentions, ils ont cherché à avoir la bombe nucléaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce que l'on demande aujourd'hui aux Iraniens, c'est de officiellement s'engager à abandonner l'option nucléaire qu'ils ont officiellement jamais reconnue. Donc on leur demande finalement sur le terrain officiel, du discours officiel, on leur demande de rester cohérents sur leur position. Il n'y a aucun moyen de vérifier, si ce n'est l'implication de l'AIEA et encore, si les Iraniens sont véritablement en train de développer un programme nucléaire et militaire après, s'il y a un accord conclu, celui dont on va parler certainement, dont parlent les Qataris, les Émiratis, s'il y a un accord conclu, et les Saoudiens, s'il y a un accord conclu, comment contrôler de facto sur le terrain si les Iraniens sont oui ou non en train de développer une bombe nucléaire? Avant de parler des pays du Golfe, nous y arrivons. L'opinion américaine, Calvin Dark, les derniers sondages montrent qu'une grande partie de l'opinion américaine, voire même des MAGA, sont contre cette guerre en Iran et commencent à l'exprimer à quelques mois des midterms. Donc, est-ce que cela a pu aussi, ou est en train aussi, de jouer sur les décisions de l'administration et du président américain? Oui, mais je crois qu'à Washington, il y a un restaurant Tex-Mex mexicain devant mon appartement. Et j'ai vérifié ce matin, il y a la promotion Taco Tuesdays. Pourquoi? Trump always chickens out, c'est-à-dire que Trump va capituler. Et ça, c'est Taco Tuesday, c'est vraiment la promotion des tacos. Mais depuis la guerre, début de la guerre, on dit à Washington, ah oui, c'est encore Taco Tuesday. Alors, ça devient une blague parce que après 6-7 fois de menacer l'enfer et après capituler, on ne prend pas ça au sérieux à Washington. Et je crois que... C'est pas réellement une capitulation, mais peut-être que c'est comme cela que c'est perçu par l'opinion publique américaine. C'est-à-dire qu'on voit ce retrait ou cette marche arrière comme une capitulation. Exactement. Et ce que tu as dit sur le dust nucléaire, comme on dit Donald Trump, il y a un lien entre ça et Barack Obama et ça complique des choses. Pourquoi? On sait que les objectifs ont beaucoup changé depuis le début, d'après Donald Trump. Mais la pression vient des républicains derrière Trump. Parce que les démocrates, ils ont peur de vraiment prendre une décision parce qu'ils ne veulent pas promouvoir la guerre, mais à la fois, ils ne veulent pas dire qu'il faut arrêter la guerre s'il y a une arme nucléaire en Iran. Alors, ils sont silents. Ce qui se passe, le sénateur Lindsey Graham. Et pourquoi Lindsey Graham peut faire ça? Parce qu'il n'est pas sur le scrutin. Le Sénat, c'est tous les 600. Alors, il n'a pas peur des élections. C'était lui et Netanyahu qui ont convaincu Donald Trump à commencer la guerre. Et Lindsey Graham, il a entendu la même chose que j'ai entendu à Washington, que Donald Trump, il veut se concentrer sur Cuba, la fête de 250 ans à Washington, il ne veut pas cette guerre. Il sait qu'après juillet, s'il y a toujours la crise des prix de carburant, ça va vraiment geler les positions des Américains, l'opinion publique, parce que
les élections sont en novembre, mais on a les périodes de early voting. Alors, dans mon État, ça commence la fin de septembre. Alors, s'il n'y a pas vraiment de changements, et on sait que même si la fin de guerre aujourd'hui, ça va prendre du temps pour vraiment résoudre la crise des prix. Alors, Obama, il joue un rôle parce qu'on sait qu'à Washington, Donald Trump veut accepter quelque chose, une sortie du problème. S'il y a un accord, même si les conditions sont en faveur d'Iran, s'il devient le gagnant pour la public américaine, Donald Trump va accepter ça. Mais sénateur Lindsey Graham et les autres républicains qui veulent la guerre savent ça. Alors, hier soir, Lindsey Graham a publié sur Twitter un message de soutien, mais c'était une menace. Il a dit que Donald Trump, il est fort, il comprend les objectifs depuis le début et il a cité les conditions. Une de ces conditions, c'était le 400 kg de tests nucléaires sur le sol américain. OK? Alors, il a proposé les conditions complètement impossibles et il a terminé le tweet avec « parce que quand on sait, il faut passer par le Sénat en accord avec Iran ». Parce qu'après ça, il a dit que la diplomatie, ça va échouer. Alors, il coince Donald Trump parce que maintenant, Donald Trump ne peut pas accepter un deal qui est plus faible que le deal d'Obama. Et Lindsey Graham a dit ça. Il a dit que même les républicains ne vont pas accepter un accord qui est plus faible qu'Obama. Obama, qui ne parle jamais de la politique hors des élections. Directement. Directement. Directement, oui. Parce que comme un as de la communication, il sait bien immiscer les messages politiques dans des messages d'ordre social, sociétal ou autre. Oui, il est expert en la communication. Surtout, oui. Et pendant cette discussion à Washington, il était sur un podcast la semaine dernière. Oui. On a posé la question, qu'est-ce que tu penses de la guerre? Il a dit, il y a un président à la fois à la Maison-Blanche, mais je peux dire qu'un accord nucléaire, je l'ai fait sans les soldats sur le terrain, sans les 40 milliards de dollars, sans les opérations militaires. Alors, il a dit que les républicains disent que l'accord Donald Trump va être plus fort que l'accord Obama. Alors, il y a un high bar, ils l'ont dit, il y a un standard très haut. Alors, maintenant, Donald Trump est coincé parce qu'il dit aux Américains toujours, il n'y a pas de guerre. Le président de la Chambre des représentants, il a dit, il n'a pas un projet de loi pour prouver la guerre parce qu'on n'est pas en guerre. Donald Trump a dit aux Américains, il faut préparer les vacances après la fête de Memorial Day en 2 semaines. Alors, il ignore la guerre et il veut une solution parce qu'il veut poursuivre ses projets à l'intérieur, parce qu'il sait que les 3 priorités pour les Américains, pour les élections, c'est l'économie, et après ça, c'est l'argent, et après l'argent, c'est les banques. Alors, c'est toujours l'économie, l'économie, l'économie. Et il sait que s'il y a une crise d'essence au moment des vacances, quand les Américains voyagent ou achètent des billets d'avion, le prix va être payé par les républicains. Alors, les républicains, sans oublier qu'Obama, quand même, il n'a pas peut-être payé le prix que paierait Trump, mais il a payé un prix pour faire un deal avec les Iraniens. Oui. Et c'est à coût de plusieurs milliards de dollars. Bon, il y a plusieurs chiffres. Ça va de 2 milliards à 150 milliards, mais on n'a pas le chiffre exact. Ce que lui reproche d'ailleurs Donald Trump en lui disant que des avions venaient de Téhéran pour récupérer le cash et repartir. Donc, non, c'est les avoirs gelés des Iraniens. C'est surtout ça, c'est les avoirs gelés des Iraniens qui ont été dégelés par l'administration Obama. Dans le récit ça, c'est dans le récit de Trump, oui, mais c'est dans le récit, au-delà de Trump, effectivement, dans le récit... mais en ce moment, Donald Trump, dans les négociations... Pas partisan. Il y a des milliards de dollars qui ont été effectivement restitués aux Iraniens. Mais en ce moment, pendant les négociations, il y a 24% des avoirs gelés qui seraient peut-être remis à... Donc, ce que Trump reprochait à son prédécesseur, il serait peut-être amené à le faire. Mais surtout que parmi les points essentiels de cet accord, ou en tout cas de cette négociation, c'est l'ouverture de ce deal. C'est le grand deal, hein. Oui, c'est le deuxième grand deal de l'histoire, je pense, américaine. Oui. Mais un des points importants, c'est l'ouverture sans condition du détroit d'Ormuz. Oui. Absolument. Qu'est-ce qui ferait accepter les Iraniens ? C'est-à-dire, quel est le prix que demanderaient les Iraniens? Mais là, ce n'est pas vraiment ma question. Ma question, elle est justement, on va revenir à ces monarchies du Golfe, à ces pays du Golfe, qui, aujourd'hui, avec tout récemment, cette frappe sur une installation nucléaire aux Émirats arabes unis,
Effectivement, Trump qui parle de, pas de pression, mais en tout cas que le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont demandé à ce qu'il y ait une trêve dans la trêve. Donc finalement, quel est le rôle que jouent les pays du Golfe dans leur destinée aujourd'hui, colonel Saud? Vous savez, ils ont toujours compté sur cette couverture américaine. Évidemment, c'est un accord qui date de 1991, avec toutes les obligations que cela... malheureusement, ils se sont sentis quand même abandonnés. Vous savez, les Émirats ont reçu autant de bombes que d'avions, de drones, que tous les autres réunis. Mais ça a une explication que les gens doivent savoir. C'est que les Émirats Arabes Unis ont gelé tous les avoirs des passes d'Aran et de toute l'oligarchie. Eh bien, c'est pas rien, et ça se compte en milliards. Et c'est ça qui a fait que les Émirats Arabes Unis ont eu le gros lot des attaques. Maintenant, heureusement qu'il y a cette réunion, cet accord entre les pays du Golfe pour essayer de donner un délai à la négociation et d'appeler... Ils peuvent jouer dans la négociation, les pays du Golfe. C'est pour ça que je dis quel est leur rôle dans leur destinée. Vous avez raison de poser cette question. Ils sont à proximité, mais ils n'ont pas eu droit au chapitre pendant les négociations. Pendant les négociations. Et puis, bon, la réaction de quelques pays a été quand même forte dans la mesure où on a interdit aux avions américains de traverser le territoire ou de faire des escales. Donc, il y a eu des réactions quand même importantes, mais on devait quand même les associer pour qu'ils prennent des dispositions, ce qui n'a pas été fait. Tout ça pour vous dire qu'il y aura un après, un avant et un après. 28 février 2026. Faites Botalb, un commentaire. À en croire Donald Trump, ce sont eux qui ont stoppé cette attaque. Qui ont demandé. Voilà. Mais il les a suivis, il les a écoutés. Il dit, il faut voir ce qu'il écrit sur il dit, je renonce à une attaque prévue mardi contre l'Iran à la demande de ces des trois dirigeants pays, du Golfe. qui sont des alliés importants pour lesquels, en d'autres termes, il faut les écouter. Faut-il que ça soit vrai? Anwar Karkash, qui est conseiller du président des Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en dépit de tout, cette crise a davantage rapproché les pays du Golfe des États-Unis et que ce sont les batteries antiaériennes achetées aux Américains qui ont protégé les villes des Émirats Arabes Unis. Donc, moi, je ne suis pas preneur de la version selon laquelle ces pays-là vont tirer les conclusions de leur alliance de 80 ans avec les États-Unis amèrement et changer de posture. Pas du tout. Les pays du Golfe ont été d'abord fait preuve de grande maturité, ne se sont pas engagés dans cette guerre en réaction aux attaques iraniennes. Et Dieu sait qu'il y a un véritable passif entre les Iraniens et les pays du Golfe et qu'il y a une charge émotionnelle considérable. Ils ont mis tout ça de côté pour garder la tête froide et défendre d'abord leurs intérêts. Ils ont continué le front commun, ils ne se sont pas séparés malgré que le Qatar avait une lecture des événements avec la Turquie et que l'Arabie Saoudite et le Pakistan, ainsi de suite, avaient une autre lecture, puis les Émirats et ainsi de suite. Donc, ils ont gardé quand même un front commun, on le voit très bien là. Ils se sont convergés pour demander, faire pression aux États-Unis, demander à ce que cette attaque d'envergure soit reportée, parce qu'ils savent qu'ils sont les premiers, en première ligne, ce sont eux qui reçoivent l'essentiel de la réaction iranienne. Donc, quand même, si on venait à les juger à froid sur des éléments de fait, des éléments factuels, ils ont fait preuve d'une très grande maturité, peut-être les plus dans toutes les parties prenantes dans cette crise, et ils ont été des acteurs pour calmer l'emballement, que ce soit celui des Iraniens, l'emballement des Israéliens, l'emballement des Américains. On va parler d'un autre acteur. Moi, je leur fais confiance à ces pays-là, peut-être, comme en parle Donald Trump, peut-être pour essayer de trouver une véritable solution et ne pas être que des acteurs passifs. Ils seront peut-être des acteurs actifs pour trouver une solution à cette crise. Alors, il y a un autre acteur très actif, mais qui s'active davantage, c'est Pékin. Pékin qui reçoit le président américain, une semaine après, qui reçoit son homologue russe.
Est-ce que Pékin n'est pas en train d'exploiter un peu ce flottement stratégique américain, Colin Dark? Oui, et je crois que par rapport au leader de Golfe, je crois que l'analyse est correcte, mais je crois qu'ils n'ont rien dit à Donald Trump. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des discussions où ils expliquent qu'ils vont être les victimes s'il y a une guerre, une opération militaire. Oui. Mais c'est un réflexe automatique pour Donald Trump de dire que quelqu'un a dit. Il a dit la dernière fois, c'est le Pakistan qui a demandé. Marco Rubio, Witkoff ou Kushner, ils ont dit qu'il y a peut-être une possibilité de... Alors, ça, c'est le réflexe. Et Donald Trump sait que qu'est-ce que Mohammed bin Salman va dire. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, il a dit ça pour couverture, je crois. Okay. Oui, je crois que pour la Chine, ce que j'ai appris après la visite, c'est le timing. Parce que je me suis rendu compte que la Chine pense, je crois, à une période plus longue que 6 mois. Et je crois que le problème, c'est que Donald Trump, et je crois qu'il est comme tous les présidents américains comme ça, il pense de les élections, les primaires, la crise de carburant, l'essence. Je crois que la Chine pense... Il a dit la semaine dernière que le nucléaire iranien était plus important. Il dit ça parce que ça... Il a déclaré fin de semaine dernière. Oui, mais on sait que c'est la bourse et l'essence pour Donald Trump. Et je crois que la Chine exploite cette vulnérabilité de Donald Trump et aussi des États-Unis, parce que la Chine comprend que s'il n'y a pas, il y aura un changement après les élections en novembre, sûrement après les élections présidentielles en 28, alors il peut prendre des décisions qui ne sont pas peut-être convenables maintenant, mais pour l'avenir. Et je crois que le problème, c'est vraiment l'esprit américain, même si on n'est pas d'accord avec le président, quand le président sort des États-Unis, il y a cette solidarité. Alors, il n'y a pas, même avec Donald Trump, beaucoup de critiques sur la visite. Mais il y avait beaucoup de critiques après la visite parce qu'un analyste politique à Washington, il a dit « That could have been an email ». Pourquoi il a voyagé jusqu'à Chine pour faire ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est le résultat? Et je crois qu'il y avait Donald Trump pensait qu'il pouvait faire quelque chose pour vraiment résoudre la crise maintenant avec l'Iran. Il peut, par exemple, convaincre la Chine à accepter quelque chose dans l'accord de commerce avec la Chine. Mais je crois que la Chine comprend qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de cartes à jouer à long terme. Et c'est pour ça que Donald Trump, il a des commitments, des promesses, mais pas quelque chose vraiment de fort. Et je crois que l'impression à Washington, la Chine va exploiter la pression sur l'Iran s'il y a un avantage dans la guerre des tarifs avec Donald Trump. Exact. Un commentaire sur cela, et aussi parce qu'il y a un autre angle, c'est le président chinois qui pourrait aussi exploiter l'isolement russe actuel. Parce que même ce déplacement du président russe, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a les sanctions occidentales qui sont toujours en cours contre la Russie, il y a bien sûr, à cause de la guerre en Ukraine, il y a aussi le coût de la guerre en Ukraine, et maintenant se rajoutent ces tensions autour de l'Iran. Donc le Kremlin cherche bien quelque chose à travers cette visite du président russe en Chine. Colonel Saud. Sauf qu'il a un traité d'amitié avec la Chine. Oui. La Russie a un traité d'amitié avec la Chine, et c'est peut-être l'occasion de le faire. Sur le nucléaire, c'est pour abonder, quand vous êtes à 60% d'enrichissement, vous n'êtes pas loin du nucléaire militaire, quelle que soit la quantité, et ça vous donne quelque chose qu'on dit bon, parce qu'il vous suffit de quelques éléments et de quelques instruments pour y arriver. Ceci dit, les renseignements parlent quand même de 11 tonnes d'uranium enrichi de 2 à 20, de 2 à 30 et tout ça. Et c'est des renseignements, évidemment, qu'il faut vérifier. Mais je pense que c'est important que l'Iran n'ait pas d'uranium, n'ait pas une bombe atomique. Et les pays de la région insistent sur ça. Le détroit d'Ormuz, comme vous avez parlé, nous sommes dans un détroit international
qui doit respecter toute la convention de Montego Bay de 82. Sinon, madame, on peut ouvrir la boîte de Pandore. Parce que nous avons 8 détroits dans le monde. Et l'Indonésie commence maintenant avec une gesticulation concernant le détroit de Malacca. Malacca, ouais. Il faut pas, et je pense que c'est une priorité, les deux. Bon, le programme balistique, il est important et Israël compte beaucoup sur ça. Et puis les proxys, c'est encore... Donc il y a 5 éléments ou 6 où il y a l'intransigeance des deux parties. Et ça m'amène à dire que, sans le souhaiter, je pense qu'on va vers une reprise des hostilités, certainement. Bon, le temps, 2 jours, 3 jours et tout ça, ça dépend de la réponse des pays du pays du Golfe. Néanmoins, je pense que l'une des caractéristiques du président américain, c'est l'impatience stratégique. Et il a raison, parce qu'il a une pression interne dont a parlé David. Il y a évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde qui va avoir aux États-Unis. Il faut que ça se passe dans... Et puis il y a la commémoration, la fête d'anniversaire du président. Et puis, évidemment, il y a le 4 juillet, les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Exactement. C'est pas n'importe quel anniversaire pour Donald Trump. Absolument. Les 80 ans. Les 80 ans, 250 ans de l'indépendance des États-Unis. On va dire que c'est vraiment un été de célébration oui, aussi. aux US. Et son anniversaire, c'est le 14 juin. Absolument. Et c'est aussi Flag Day aux États-Unis. C'était la fête de patriotisme avant le 4 juillet. C'est son anniversaire. Il dit que ça, c'est un signe de Dieu. Alors, il a dit que... Un autre signe. Oui, autre signe. Le championnat de MMA, la lutte, va être devant la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. Oui. Et alors, il ne veut pas une guerre qui complique tout ça. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose avec le nucléaire. Pourquoi Donald Trump insiste sur ça? Parce qu'il n'y a pas un argument contre ça. Si on dit qu'on va changer le régime, non, on ne veut pas ça parce qu'il faut des soldats. On va faire ça de la part des alliés, non. Mais ça, c'est un message, et Donald Trump, il est expert en message simple. On ne veut pas un arme nucléaire pour Iran. Oui, et je crois que c'est pour ça qu'il a choisi ça. Mais j'ai vu un moment la semaine dernière, un moment de sagesse de la partie démocrate, et ça c'est rare aux États-Unis. Pour les élections, ils ont pris ce chiffre de à peu près 40 milliards de dollars. Et pour les élections primaires, ils ont publié une liste de choses que nous pouvons acheter avec 40 millions de dollars si on n'a pas dépensé ça en Iran. 40 milliards. Oui, 40 milliards de dollars. Oui. Pardon, alors, pour revenir à la Chine... Oui, sur la Chine, justement. Oui, c'est un triple jeu quand même de Pékin. Oui, mais Pékin, vous savez... Pékin, c'est un triple, c'est pas un double jeu, là. Absolument. C'est un triple jeu, parce que là, il y a l'Iran, et on connaît les intérêts de Pékin en Iran, énergétique, il faut le dire. Il y a la Washington, et maintenant, il y a Moscou aussi. Oui, tout à fait. Sur la Chine, la réunion entre les deux chefs d'État, il y a eu un message subliminal transmis directement au président américain. Vous n'auriez pas dû déclencher cette guerre et il faut la terminer. Ça, c'est un message qui est clair et qui a... Peut-il sortir militairement de cette guerre? Peut-il sortir politiquement du dossier iranien, le président américain? Il y a un autre deadline cet été. C'est que celle qu'a alerté le directeur général de l'AIE aujourd'hui, c'est la baisse très rapide des stocks en hydrocarbures des pays qui avaient, vous vous souvenez, ils avaient les stocks stratégiques et maintenant ils sont en train d'être consommés. Sauf pour la Chine. Mais même la Chine a assuré un bon stock. Et ça c'est terrible parce que si jamais ça venait arriver... Les bateaux chinois continuent à circuler aujourd'hui. Oui. Donc ils n'ont pas ce problème-là. Non, mais quand même, il y a le blocus américain sur les côtes iraniennes, ils ne peuvent plus s'approvisionner comme avant de l'Iran. Ils passent. Les bateaux chinois passeraient. En tout cas, il y a pas de, c'est pas officiel, mais ils passeraient. Ils auraient une autorisation spéciale, on va le dire comme ça. Absolument. Mais ce triple jeu de Pékin. Alors sur Pékin très rapidement, c'est que les Chinois ne veulent pas que Donald Trump perde la face, mais ils ne veulent pas non plus que Donald Trump en sorte victorieux. Et donc c'est sur cette fenêtre-là, entre l'écart entre ces deux ascensions, que se joue le jeu chinois. Très bien.
pas une défaite américaine, mais pas non plus une victoire américaine. Mais et c'est ça- très sensible. Hein. Mais ils regardent le déroulement de la guerre parce qu'ils Ah, ont, ils suivent de très en près. ligne de mire, évidemment, Taïwan. Évidemment, ils suivent de très Attention, près. Ils suivent de très près. Le temps, la Chine est dans le temps long. Mais on a vu Exact. oui, effectivement, on a vu Exact. que Donald C'est Trump, pas cette impatience stratégique que vous Il y a évoquiez pas tout à l'heure pour d'impatience. l'administration américaine. Mais c'est cette vrai. position américaine pendant le déplacement de Donald Trump en Chine, hostile à l'indépendance de Taïwan, avec les déclarations de Pete Hegseth et même de Donald Trump. Même de Rubio, oui. C'est une transaction que sont en train de Exactement. négocier les Américains pour sortir de ce bourbier iranien. Est-ce qu'ils peuvent Véritablement. sortir de ce bourbier iranien? D'abord, militairement, puis on parlera politiquement. Militairement, colonel Saoud. Vous savez, cette guerre qui est uniquement aérienne et par pilonnage de missiles n'est pas gagnable par les États-Unis. Il ne peut pas être gagnée. Quand on veut gagner, il n'y a que les troupes au sol, des commandos, des troupes d'élite pour l'exploitation. D'ailleurs, on ne connaît pas exactement le bilan. On ne connaît pas le bilan des pertes iraniennes à part l'oligarchie politique qu'il y a et quelques établissements, quelques passedarans, quelques institutions. Tout ça n'est pas clair et il n'y a que des troupes au sol qui peuvent... C'est difficile. Le président américain ne veut pas de troupes au sol parce que, compte tenu de la situation politique, des mi-termes et tout ça, des pertes humaines supplémentaires en plus des 13 qu'ils ont jusqu'à présent, lui coûterait évidemment la perte des élections intermédiaires et le ferait d'abord davantage s'enfoncer dans l'impopularité et c'est ce qu'il ne veut pas. Maintenant, je pense qu'il sera obligé de faire quelque chose si les promesses données par les pays du Golfe ne sont pas tenues. Il reviendra au bombardement. Au bombardement. Quelle je sortie? crois que- Est-ce qu'il y a une sortie dans ce... Je de pense que les cette Iraniens, ils ont compris toutes ces deadlines oui. avec lesquelles l'administration américaine doit gérer, donc ils ont le temps en leur faveur. Mais en réalité, je pense que, même si je suis d'accord avec vous, nous n'avons aucun moyen de vérifier l'ampleur des attaques américaines et de leurs effets sur l'appareil militaire et l'appareil politique en Iran. On n'a aucun moyen de vérifier. C'est l'omerta. C'est l'omerta. C'est propre à un régime tel que le régime iranien. On Voilà. peut comprendre. C'est un pays quand même, voilà, déjà c'est propre à un régime qui est autoritaire, il faut le dire. oui, bien et sûr. puis c'est un pays de 1,7 million de kilomètres carrés, trop vaste pour qu'on sache ce qui se passe. Mais je crois que les Iraniens eux-mêmes ne veulent pas que cette crise continue. C'est un pays aussi qui est fatigué, une population... C'est une économie qui a été aussi sévèrement, lacérée bien sûr. déjà après des années de sanctions et sanctions, d'embargo. etc., voilà. Et s'ajoute à cela la guerre. Et donc ce qui se négocie aujourd'hui, c'est une phase durable pour les Iraniens. Ils veulent s'assurer qu'ils auront, de la part des États-Unis, une garantie de pouvoir reprendre une normalité pour plusieurs années, voire plusieurs décennies, parce que c'est un début, il faut le rappeler, c'est un début de règne pour le Mojtaba Khamenei. Donc il prépare des conditions favorables pour pouvoir installer son régime une fois la crise terminée. Et donc il ne veut pas un accord circonstanciel. Il veut un accord structurel avec les États-Unis. C'est pour ça qu'il donne l'impression que les Iraniens gardent la haute main sur cette crise. Mais en réalité, je pense très sincèrement que les Iraniens sont en très grande difficulté. Là où ils réussissent véritablement, pourtant, les États-Unis, c'est le pays d'Hollywood, c'est la communication, c'est le tempo, c'est le récit, Est-ce que ce n'est pas le aussi, narratif. justement, ce narratif-là est-ce que ce ne serait pas un narratif aussi? Parce qu'on l'a vu, Évidemment même, que c'est un même narratif. cette annonce hier faite par le président américain, elle intervient quelques jours seulement après sa visite en Chine. On ne sait pas quel a été le deal Oui. avec Effectivement. les Chinois. Est-ce que, je pense, parce qu'ils ont clairement exprimé leur volonté de débloquer le détroit d'Ormuz, que ce soit du côté chinois comme américain. Donc on ne sait pas quels ont été les termes du contrat, si je puis dire. Donc peut-être que la Chine aussi a son mot à dire dans cette sortie, Oui. peut-être pas politique. Et il y a des des signaux, États-Unis de cette guerre. aussi. Quels signaux? Il y a le départ de l'USS Ford, je pense, qui est revenu pour de l'entretien. Donc il y a un des 3 porte-avions qui s'en est allé juste après le retour de Donald Trump de Chine. Donc c'est peut-être des signaux, oui, que certains éléments en profondeur par rapport à cette crise ont été négociés
entre Donald Trump et Xi Jinping. Mais on n'a aucun moyen de le savoir. Ben non. Hein, Il a dépassé, non. À moins qu'on ait- voilà, on dit il a dépassé les délais. C'est ça, donc il devait déjà quitter, déjà quitté. mais peut-être que c'est un indice que les Américains ne pensent pas à un retour. Moi, je ne partage pas votre opinion là sur ce point-là, en particulier, colonel, hein, qu'il y aura un retour des hostilités. Mais ça, il faut être dans le secret des dieux. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que les Américains vont se remettre à bombarder l'Iran parce qu'il y a trop de deadlines, qu'on l'a dit. Il y a des rumeurs sur Il y a cela, de la quand Coupe même. du Monde, il y a les stocks stratégiques qui sont en train de s'épuiser pour l'Europe de l'Ouest. D'accord. Pour quel dividende stratégique américain Ils sont en train de négocier, je Non, pense. non. Quels sont les dividendes Ah oui. Vous déclenchez une guerre. Il n'y a aucun. Vous en faites une excursion, Ouais. ça fait 80 jours. Quels sont les dividendes? On fait une guerre pour enterrer certains dividendes Il y a stratégiques, militaires, aucune- politiques, ou je ne sais. Lesquels? C'est un échec total. Qu'est-ce qu'il va dire à l'opinion Mais américaine? bien, rien. Est-ce que Trump peut sortir C'est un politiquement du véritable dossier iranien et résilience. comment, Calvin? Je crois que cette question est intéressante. Il y a un conseiller de Bush, le fils, Robert Kagan. Il était pour plus de 100% pour la guerre en Irak. Il est connu pour ça. Il est sorti un article dans l'Atlantic Magazine la semaine dernière. Il y a sur tous les podcasts maintenant. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas opportunité pour gagner pour Donald Trump. Il dit ça comme républicain. Il a dit maintenant, il faut sauver ce qu'on peut. Il a dit qu'il faut accepter la perte politique parce que ça ne devient pas mieux après des semaines, après des mois. Et il a dit qu'il dit ça qu'aux républicains qui voulaient faire la guerre contre l'Iran quand il était dans la Maison-Blanche. Je crois que politiquement, ça c'est le conseil, mais ça ne donnerait pas l'image d'un gagnant, un vainqueur. Alors je crois que ça, c'est pas ce que Donald Trump veut faire. L'autre chose, c'est que Donald Trump a donné un cadeau électoral aux démocrates quand il a dit à la télé, la question c'était que est-ce qu'il pense à la situation financière des Américains quand il considère les options militaires? Et il a dit, je ne pense jamais à la situation financière, je pense à le nucléaire iranien. Ça va être le slogan dans toutes les publicités jusqu'à novembre pour les partis démocrates, parce que le message est simple. Donald Trump ne pense pas à la situation financière des Américains. Alors, je crois que pour ça, il n'y a pas une sortie politique, ou il y a une sortie politique, mais ça devient plus en plus difficile après chaque jour. Et je ne sais pas si Donald Trump il a une stratégie militaire, mais il comprend les sondages. Il comprend comment prend ces Américains. J'ai vu un sondage. 40% des Américains ne savent pas pourquoi il y a une crise d'essence, le prix. 40%. Parce que hors de Washington et New York et les grandes villes, on ne parle pas de la guerre, mais maintenant, on pense de poser les questions. Et alors, Donald Trump, il comprend ça. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas présenté une sortie où au moins il peut sauver la face. Au moins, il peut changer le programme, on dit changer les missions. Il y a des rumeurs aussi qu'il veut changer les missions avec Cuba. Parce qu'il y a des poursuites contre Raúl Castro, il y a presque 100 ans. Et quand j'ai dit ça à un ami, moi en France, elle a dit, Calvin, bien sûr, Donald Trump ne va pas commencer une autre attaque militaire en Cuba. J'ai dit, la stratégie de Donald Trump, qu'il a dit ça dans son livre, même s'il y a une histoire négative, si vous voulez effacer l'histoire négative, une nouvelle histoire négative peut le faire. C'est un businessman. Oui. Et quand un businessman échoue dans une affaire, il en recommence une autre. Parce que l'échec ne doit pas laisser faire. Mais du coup, si je comprends bien ce que vous dites, c'est la politique intérieure américaine qui pourrait redessiner les lignes des conflits mondiaux. Et pas le contraire. Ce n'est pas un conflit mondial qui redessine. Donc là, on est clairement face à un grand débat, mais c'est aussi un ultimatum. Oui, mais et aussi, Donald Trump... Un ultimatum à la veille des midterms. Oui, et il est coincé parce que, par exemple, il y a un républicain qui a proposé à Donald Trump, il peut, comme président, suspendre les impôts fédéraux sur l'essence. Oui. Ça, c'est à peu près 18 cents le gallon. C'est 4 livres, je crois, à peu près. Temporairement. Il n'y a pas de problème dans le Congrès. Même les démocrates qui opposent la guerre
Un démocrate ne va pas dire non, je veux que les Américains payent les impôts. Mais pourquoi Donald Trump ne veut pas le faire? Parce que ça admet qu'il y a toujours un problème. Alors, il ne veut pas ça. Alors, il cherche une sortie parce qu'il a dit qu'on a déjà gagné la guerre. Quand quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il veut l'approbation du Congrès? Il a dit, c'est quoi? Parce que la guerre s'est terminée. Alors, même ces mesures comme ça, il ne peut pas accepter parce qu'il ne peut pas accepter l'idée que l'Amérique ne gagne pas. Et je crois qu'il faut une solution créative. Oui, bon. Comme mot de la fin, quand même, il faut une solution créative pour sortir de cette guerre. On va certainement suivre toutes les solutions créatives et diplomatiques, surtout. Hein. On va attendre le résultat de ces discussions qui devraient normalement aboutir. Ou pas, on suivra certainement cela pour vous. Voilà donc pour cet épisode de Questions d'actu que nous avons consacré à la situation au Moyen-Orient et à la guerre en Iran, avec nos invités que je remercie à nouveau. Merci encore une fois à Colonel Hassan Saoud. Okay, bon, Merci Fed. Merci Calvin. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous accueillir dans ce plateau de Questions d'actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.